Bienvenue si vous nous rejoignez dans 20h la culture. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir Renaud Capuçon. Renaud, lundi prochain, vous ouvrirez votre formidable festival de Pâques à Aix-en-Provence. Mais dès vendredi cette semaine, la sortie de votre tout dernier album Bartók chez Erato. Nous découvrirons aussi ce soir les sorties cinéma avec Laurie Choleva. David, Pâques à Aix-en-Provence avec un Renaud Capuçon. Ça va être pas mal du tout. Oui, il démarre, il y a évidemment la sortie du double, des deux concertos vendredi, le disque, et puis il y a l'ouverture du festival de Pâques à Aix-en-Provence. Et puis le mercredi qui suivra juste, il y aura un duo entre Renaud Capuçon et Gérard Cosset. Gérard Cosset, c'est un altiste incroyable. Et j'ai voulu qu'on voit la photo des deux côte à côte. Elle va s'afficher parce qu'ils ont une particularité, ces deux garçons. C'est qu'ils ont plusieurs siècles de savoir-faire entre les mains. Et le violon de Gérard Cosset a, si j'ai bonne mémoire, 560 ans. Oui. Il a été fabriqué en 1560. Il a 458 ans. Et le violon, le Guarnerius de Renaud Capuçon, il a 281 ans. Ouais, voilà, on les voit tous les deux. Il y a l'alto à gauche et il y a le violon à droite. Ils joueront ensemble. Et la question que j'avais envie de poser, c'est quand on a un tel patrimoine entre les mains, au bout du bras, qu'on va jouer avec des instruments de plusieurs siècles, ça fait quoi? Qu'est-ce qu'on se dit? C'est beaucoup d'émotions, c'est une grande responsabilité aussi, parce que ce violon a été joué par Isaac Stern pendant 50 ans. Après moi, il y aura évidemment plein de gens. Vous savez, on n'est jamais vraiment propriétaire, même si on arrive à l'être. C'est comme un tableau, il appartient à ceux qui le regardent. L'instrument, il appartient à ceux qui l'entendent. Donc c'est une responsabilité, c'est une grande chance. Et puis c'est juste un objet incroyable. Le vernis d'origine, je ne sais pas si on voit, mais c'est voilà. Et quand on sait que cette petite chose a été fabriquée en 1737 par Guarnerius, qu'il n'y a aucune fracture, qu'il n'a jamais été il n'est jamais tombé, ça force l'admiration. Et je pense qu'il a été aimé. On parle souvent on demande souvent si Guarnerius ou Stradivarius, à l'époque, ils étaient connus. Mais plus que ça, c'était des stars. Les rois, les cours leur commandaient des instruments. Donc ils étaient déjà exceptionnels à l'époque. Les gamins, quand vous avez pris vos premiers cours de violon... Ah non, j'avais pas ça. Non, mais j'allais vous dire, vous ne rêviez même pas d'avoir le violon d'Isaac Stern un jour. Je rêvais même pas je rêvais d'être sur scène, mais je connaissais pas la forme. On sait pas, on a une idée, on rêve comme un gamin rêve de peut-être devenir Zidane s'il aime le foot. Moi, j'avais envie d'être sur scène, voilà, je suis sur scène. Comment vous l'avez pris en main, ce violon et qu'est-ce que ça apporte un instrument très ancien? Parce qu'il y a des grands violonistes qui peuvent jouer avec des instruments beaucoup plus récents et qui s'en sortent très bien aussi. J'aurais pu moi-même choisir de jouer un instrument moderne, et des instruments modernes formidables. Et il faut défendre aussi la lutherie moderne, il n'y a pas que les instruments anciens. Je pense que cet instrument en particulier, je le joue maintenant depuis 13 ans, il m'inspire en fait. Jouer cet instrument m'inspire et me fait me transcender. C'est ce qui fait que j'ai envie de passer ma vie avec. Qu'est-ce qui vous inspire? Ces bruits particuliers? Non, c'est l'âme de l'instrument, c'est sa sonorité. Son histoire, ça c'est autre chose. Le fait que Stern ait joué, qu'il ait appartenu à Guillaume, j'ai la liste j'ai tous les reçus. Par exemple, il a été acheté par Guillaume pour 40 francs en 1800 et quelques. C'était pas très cher à l'époque, ça devait être quand même très cher. Mais c'est ça, c'est déjà cher, je trouve. Donc l'histoire, bien sûr... nous parle, mais ce qui nous parle le plus et ce qui nous inspire, c'est la sonorité, c'est le souffle. Si on entend cet instrument à quelques mètres, on entend comme une voix, on entend un souffle. On n'entend pas, bien sûr, dans une salle, on entend la projection du son. On va l'écouter, on va vous regarder. C'est le concerto pour violon numéro 1 de Bartók. C'est celui qui sort dans votre disque vendredi. Chez Erato. Quand on joue avec un tel instrument, on ne va pas donner le prix, mais est-ce qu'on dort tranquille? Est-ce qu'on part en voyage tranquille? Est-ce qu'on a un étui blindé? On ne vit plus. Moi, je donne une centaine de concerts par an. Si chaque fois que je voyageais, c'est-à-dire quasiment tous les 2 jours, je m'inquiétais du violon, je ne vivrais plus. Non, ça devient une partie de soi-même. On l'a en permanence avec soi et c'est un partenaire de vie. C'est surtout
un formidable compagnon, parce que ce qui est extraordinaire, c'est que quand on se réveille le matin et qu'on commence à travailler, par exemple, il y a des jours où on a l'impression qu'il ne sonne pas, donc on se dit ah, il n'est pas très bien réglé. Et en fait, c'est lui qui sonne pas ou c'est vous? Voilà, 99% du temps, c'est soi-même. On a une petite tension, c'est comme le bois réagit à la moindre tension, à la moindre. C'est un instrument quasiment vivant. Qui s'en occupe quand il a un bobo ou qu'il a un petit pet Un luthier qui s'appelle Pierre Bartel, qui est au drum, et qui s'en occupe depuis toujours, enfin depuis que je l'ai, et qui est le seul habilité à pouvoir le toucher et à pouvoir régler l'âme qui est à l'intérieur, qui est ce petit cylindre en bois qui tient le fond et la table et qui permet au violon de vibrer. Est-ce que vous avez besoin de jouer du violon tous les jours? Ah non, les vacances sont formidables. Je pense que lui a besoin de se reposer et moi aussi. Et le retour est... Et je dis à mes élèves, d'ailleurs, la première année que j'ai enseigné, je leur ai tous dit, cet été, qu'est-ce que vous faites? Et je leur ai dit, surtout prenez 15 jours de vacances. Et il y a eu une sorte de temps d'arrêt, ils pensaient que je blaguais. Oui. Et c'est pas une blague. Je pense que le fait d'arrêter était nécessaire pour pouvoir reprendre ensuite et retrouver ce plaisir du jeu. Et vous, le délai maximum où vous n'ayez pas joué du violon dans votre vie depuis que vous êtes gamin, c'est quoi? 15 jours? Ah non, 3 semaines. L'été, j'arrête 3 semaines. Mais ça, c'est depuis que je connais ma femme. J'ai appris à m'arrêter. bah oui. Elle m'a appris à m'arrêter, ce qui est une chose assez essentielle. Donc merci à Laurence Ferrari. Mais juste une chose, c'est quand vous reprenez, il y a quelque chose qui a changé ou... Il n'y a pas quelque chose qui a changé, il y a un plaisir renouvelé, c'est comme un détox. On se retrouve, on a une jouissance du son, on est dans le... Non, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Est-ce que vous avez suivi les ventes aux enchères récentes d'instruments Non. De ce type-là, d'une très grande valeur? Il y en a une il y a quelques jours, qui est le violon d'Einstein. Comme quoi, il n'avait pas qu'un crayon ou une calculette. Ah oui. Le violon d'Einstein a été vendu aux enchères et il s'est vendu quand même 500 000 $. Est-ce que vous comprenez ce fétichisme lié aux instruments? Oui, mais ça m'étonne pas plus pour un instrument que parfois c'est un petit mot ou un manuscrit, ou les gens qui collectionnent les lettres, une lettre de Balzac, une partition de Debussy ou une partition originale. Non, je pense que c'est la beauté aussi de ces œuvres-là. Voilà. Je préfère qu'on achète un violon 500 000 $ qu'un petit bout de je ne sais quoi qui ressemble à rien. Voilà. Est-ce que vous savez, c'est une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi le violon? C'est des concertos pour violon, il y a un premier violon, c'est le chouchou du chef d'orchestre, c'est le numéro 2 après le chef d'orchestre. Les grands compositeurs ont beaucoup plus écrit pour le violon, et évidemment le piano, que pour la flûte à bec, la harpe, etc. Ouais. Pourquoi le violon? Alors, ça veut dire que vous préférez, vous, un autre instrument? Ah, pas du tout. Non, je plaisante. Pourquoi le violon? Je pense qu'on dit souvent que c'est l'instrument roi. D'abord, je pense qu'il y a une question de transport. C'est un instrument qu'on peut transporter, qui a été transporté tout le temps partout. Les tziganes ont des violons, tous des violons. C'est un instrument qui a voyagé à travers le temps, beaucoup plus qu'une contrebasse, un violoncelle, même un alto. L'alto est un tout petit peu plus grand. Mais c'est vrai que c'est un instrument qu'on peut avoir sous le bras quasiment, d'une façon... Donc je pense que ça contribue à ça. Et puis surtout la sonorité. C'est une sonorité qui est humaine. Et puis on dit souvent que c'est l'instrument qui est le plus proche de l'âme. C'est un instrument qui fait pleurer, souvent quand même. Mais les autres aussi. Mais... Comment avez-vous choisi le violon, vous? Bon, de façon très, très naturelle. C'est dans un cours de méthodes actives. Une dame jouait du piano, on chantait, j'avais 3 ans et demi. Et ma mère demande à cette dame, qu'est-ce qu'il pourrait faire comme instrument? Et cette dame répond, il a une excellente oreille, faites-lui faire du violon. Voilà, c'est formidable. C'est extrêmement... 3 ans et demi. Oui, mais c'est extrêmement simple en même temps. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas une écoute d'un grand violoniste. Et, oh, mon Dieu, quelle beauté j'aimerais faire. J'aimerais avoir une histoire plus romantique, mais ce n'est pas le cas. Alors, dites-moi, le Bartók et les 2 concertos donc, qui sortent chez Erato dès vendredi, est-ce qu'ils seront au programme du festival? Oui, on ouvre le festival avec le London Symphony Orchestra et François-Xavier Roth, le 26, donc à Aix-en-Provence. Je précise que l'extrait que nous avons diffusé tout à l'heure est un extrait du réel enregistrement oui, c'est de vraiment l'album. Une vidéo du moment où on enregistre. C'est pour ça qu'on est en polo et qu'il y a la lumière rouge. Et c'est vraiment l'enregistrement. Ouais. Bon, comment vous vivez le fait d'être aujourd'hui finalement le violoniste français le plus connu au monde? C'est vous qui le dites. Écoutez, moi, c'est une réalité. Ce que j'aime dans ma vie, c'est ça, c'est ma passion, c'est jouer de la musique, être sur scène, partager avec le plus grand nombre. Ce festival en est l'exemple. On invite des jeunes, on a Barenboim qui clôture avec Argerich, on a l'Opéra de Vienne au milieu, avec Dominique Buzet, on est comme des gamins, parce que c'est mon directeur exécutif à Aix-en-Provence. On accueille des gens qu'on aime dans ce festival. Donc, pendant 15 jours, je pose ma valise, j'ai pas de voyage, qui est un truc incroyable. Formidable. Je joue beaucoup. Dans une très belle ville. Dans une très belle ville. On a un mécène, le CIC, qui nous aide et qui nous suit pendant encore 5 ans. Donc, franchement, je vis ma vie de musicien comme une forme de bénédiction de chaque jour. Et voilà, le reste m'importe peu, je dois dire. On peut regarder un petit extrait. Un petit extrait, concerto. C'est un extrait concerto numéro 2, c'est les mêmes conditions, je crois, l'enregistrement.
Le London Symphony Orchestra, c'est un des plus Oui, c'est un extraordinaires orchestres au monde. exceptionnel. Exceptionnel. C'est un privilège. C'est la première fois que j'enregistre avec eux. C'est vraiment un grand privilège d'avoir fait ce disque avec eux. Ils sont juste incroyables. La lumière rouge s'allume. Tout de suite, tout le monde est là. On peut enregistrer dès l'instant où on commence à jouer. C'est un truc de fou. François Xavier est un des chefs français maintenant les plus en vogue, dans le bon sens du terme. C'est un chef exceptionnel qui prend vraiment les traces de Pierre Boulez comme chef d'orchestre. Et non, c'est un disque important pour moi, parce que c'est aussi un répertoire différent. C'est vrai que si, pour les auditeurs, les téléspectateurs qui voient Bartók, ils se disent mon Dieu, c'est une musique incroyable. Comment on passe de ces hommages à Dormesson à Johnny, où effectivement c'est le violoniste... Johnny, c'était pas moi. C'était Gauthier, mais... Votre frère, votre violoncelliste. frère, Absolument. mais qui était au violoncelle et qui d'ailleurs a fait pleurer. Alors toute la France, on disait que le violon faisait pleurer, mais alors son violoncelle nous a tiré des larmes. Mais comment on passe justement de Bartók, qui est un compositeur pas le plus connu du grand public, et puis l'hommage à Jean d'Ormesson, c'est un grand écart qui vous va bien? Vous savez, moi j'aime la musique, donc j'aime mon prochain disque sera un disque de musique de film, avec les plus grands thèmes de musique de film que j'ai choisis. C'est un projet que je fais depuis de nombreuses années. Violon seul ou violon et orchestre? Violon et orchestre. Ah, ça va être avec sublime. vraiment des arrangements de beaucoup de Français d'ailleurs. Il y aura Il était une fois dans l'Ouest, il y aura... Je ne dévoile pas tout, mais il y aura un concert à l'Olympia en octobre. Et voilà, donc je passe de ce répertoire de musique de film à Bartók, à des créations d'aujourd'hui, de Dussapin, de Ataïr et à Bach. Et tout ça, c'est la musique, c'est la même musique. Voilà. Et je pense que le public, à partir du moment où on la défend de façon sincère et qu'on la vit, ils adhèrent. Merci beaucoup Renaud Capuçon. Je rappelle la sortie de votre album, donc Bartók, avec les concertos numéro 1 et numéro 2 chez Erato ce vendredi. Et rendez-vous pour l'ouverture du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence avec votre concert dès lundi prochain. Vous ferez la bise à notre amie, par ailleurs notre consoeur Laure, et votre épouse Laurence Ferrari.